merci à tous les 5 évidemment d'être présents. Allez, on se donne 3 petits quarts d'heure pour évoquer tout cela jusqu'à 16h, il est 15h15. Pour le véhicule du futur, déjà, si vous voulez bien, un petit point réglementation, actualité réglementaire, législative quelque peu lourde autour justement des mobilités lourdes dans une démarche d'éco-responsabilité. Qu'est-ce qu'on met en exergue là maintenant tout de suite? Alors bonjour à tous, en fait je travaille avec le pôle véhicule du futur, mais j'en fais pas partie. Je vous explique, moi je travaille pour l'AFTRAL, qui est un organisme de formation dans le transport et la logistique. Et derrière, je suis co-financé par GRDF, GRT pour la partie gaz mobilité, et notamment aussi la région et l'ADEME pour promouvoir les dispositifs de l'État et de la région pour parler multi-énergie. Donc le constat sur la région, c'est qu'on s'est rendu compte quand même que dans les factures les plus polluantes, il y a le monde du transport. Donc on parle de mobilité lourde. On sait très bien qu'aujourd'hui les véhicules particuliers sont pris en charge par l'État parce que c'est un peu qu'ils font la pluie et le beau temps sur les bonus écologiques et ainsi de suite. Ça, on s'en occupe pas. Par contre, on va parler, nous, sur les petites entreprises, les transporteurs, de dire on va se développer sur 4 axes aujourd'hui de développement, c'est-à-dire demain avec quoi on va rouler, quelles sont les solutions qui sont proposées par les constructeurs, donc on travaille aussi avec les constructeurs, aussi de savoir si je choisis quelle énergie, combien ça va me coûter, quelles sont les subventions à apporter en lien avec ces énergies, et surtout de savoir où on va s'avitailler. Voilà un peu le global de l'accompagnement des transporteurs que je fais, mais j'accompagne aussi les collectivités pour promouvoir justement les dispositifs de la région en lien, qui vient d'être mis en place avec les élus, ce qui s'appelle les études territoriales de mise de véhicules à faible émission. Donc c'est un process qui est mis en place par les collectivités, soit les ZFE, alors qui sont plus ZFE, mais zones de vigilance selon le taux de pollution. Et les études territoriales ont un but très précis, c'est de recenser les productions d'énergie sur le territoire, donc les carburants les plus verts, donc biocarburants, gaz vert, électricité la plus verte possible, et demain de l'hydrogène, parce que ça fait partie aussi, une partie prenante qui commence à se développer, de regarder les usages, les distributions, et de créer des stations multi-énergie avec un maillage cohérent sur tout le Grand Est, pour qu'on lève les freins à dire moi je roule en électrique demain, oui mais je ne peux pas faire que plus de 200 km. Je parle en véhicule lourd, attention. Au gaz, maintenant les technologies font qu'on fait de plus en plus de kilomètres. On a les biocarburants aussi qui se développent aussi, de dire il faut que j'ai des points d'avitaillement. Donc là on travaille avec la région et ces process, ces dispositifs de la région engendrent derrière, un point très important, les subventions à l'acquisition ou au rétrofit pour tout le territoire. Donc si par exemple la communauté d'agglo d'Épinal le fait, ce sera pour ces véhicules, déjà en propre, mais aussi tout le territoire. Petite entreprise, entreprise moyenne, jusqu'aux transporteurs comme MGE qui est présent. Voilà, donc vous voyez, c'est un énorme travail d'accompagnement, parce que si aujourd'hui on accompagne pas les transporteurs, ils ne savent pas tous les process et à quoi ils ont le droit. Et les collectivités aussi, d'ailleurs. Donc c'est ce qu'on appelle des projets de territoire. Les projets de territoire autour de mobilité lourde. Merci beaucoup pour cette petite mise en bouche, effectivement. Philippe Virtel, en quelques mots, c'est le micro. En quelques mots, en ce qui vous concerne, voilà, le transporteur MGE qu'on connaît à Chavelot, bien évidemment. Rappelez-nous la flotte, le nombre de chauffeurs et l'évolution, évidemment, dans la prise en compte de ces problématiques environnementales et éco-responsables chez vous. Quelques mots, donc le groupe MGE c'est 750 collaborateurs aujourd'hui, ça occupe 520 véhicules en propre, on est présent en gros de la mer du Nord à la Méditerranée, 44 millions de kilomètres parcourus environ par an, et à ces 44 millions de kilomètres correspondent aujourd'hui, pour faire simple, 14 millions de litres de gazole. Voilà, donc ça c'est des fondamentaux qui nous oblige à penser notre vision du futur. Ce qui est clair, c'est qu'on est aujourd'hui, nous, lancés dans une véritable stratégie de course à l'échalote qui consiste à être dans les temps et au rendez-vous de la décarbonation. On nous attend. On sait qu'en 2050, il faut arriver
toutes activités confondues, à ne plus émettre de gaz à effet de serre. En 2050, c'est trop loin pour essayer d'imaginer l'avenir, donc on s'est fixé un autre objectif, un premier objectif qui est celui de 2028. Et en 2028, on souhaite avoir réduit nos émissions de gaz à effet de serre de 1/3 versus ce qu'ils étaient en 2022. Voilà. Donc on a monté tout un plan de décarbonation dont je pourrais parler plus tard pour vous donner le détail en parlant de ce que nous appelons le champ des possibles, sachant que ce champ des possibles, selon les horizons temporels, il est en permanence en train d'évoluer, ce qui complique un petit peu les choses. Merci beaucoup. Pour ce qui est des camions, effectivement, transport routier pur et dur. Le transport fret, Sébastien Vacher. Oui, voilà. Par rapport à Forwardis, alors, pardon, je vous ai présenté Forwardis, donc une des filiales de la SNCF. 2 mots là-dessus, parce qu'effectivement, c'est peut-être un peu compliqué pour les néophytes. Oui, déjà Forwardis, c'est une société du groupe SNCF, en effet, mais c'est un commissionnaire de transport, déjà un métier un peu particulier. Donc le groupe SNCF est organisé par des entreprises ferroviaires qui tractent des wagons d'un point A à un point B, et vous avez des organisateurs de transport que nous sommes, sur lesquels on assemble des prestations de wagons, de suivi et de gestion globale d'une flotte de wagons pour pouvoir faire des volumes efficaces au niveau ferroviaire. Mais en tant que commissionnaire, je travaille aussi dans le monde fluvial et dans le monde routier. Donc on travaille avec les routiers, donc je suis bien placé pour essayer de coordonner les actions des routiers, comme vient de le préciser MGE ou monsieur, sur la partie décarbonation, pour essayer de leur trouver des solutions et d'essayer de pas... Souvent on oppose les modes, et je pense qu'il faut absolument les rassembler. C'est un peu notre métier en tant que commissionnaire de transport, d'essayer de faire des éléments par étape pour essayer de décarboner, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui très simplement tout mettre la route sur le ferroviaire, ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'il y a un chiffre qui illustre les ambitions de cette multimodalité ? De toute façon, quoi qu'il arrive, on sait très bien que la COP28 vient de donner un certain nombre de caps, la décarbonation, elle est très importante. Maintenant, il faut pouvoir l'organiser. Donc, nous, notre ambition, c'est une société qui a 40 personnes, donc vraiment on est très petit, mais on bouge 10 millions de tonnes. Donc on a la possibilité d'organiser des transports pour beaucoup d'industries. Et donc voilà, moi je crois beaucoup au fait que, comme vous disiez tout à l'heure, il y a plein de gens qui connaissent pas encore tous les mécanismes d'organisation et des spécialistes des modes. Il faut connaître un peu comment fonctionne le ferroviaire, il faut connaître comment fonctionne le fluvial, comprendre comment fonctionne la route, et dans sa diversité, parce que la route c'est plein de choses, plein de métiers, et puis il faut pouvoir les assembler et les coordonner. Voilà, c'est un peu. Alors je prends souvent l'exemple du chef d'orchestre. C'est comment on va l'organiser. Il y a des endroits où l'entreprise ferroviaire, certaines entreprises ferroviaires peuvent être pertinentes, d'autres pas. Et puis voilà, il faut les coordonner. C'est vraiment ça le mot. Et par le matériel aussi. Je pense que ça aussi c'est un élément qu'il faut regarder. On est sur le salon de l'innovation, on parlera innovation justement à ce sujet tout à l'heure. Je finis mon petit tour de table de présentation, mais voilà, on rentre un peu dans le vif du sujet évidemment. Altens, producteur de biocarburants, de carburants alternatifs. Alors je ne vais pas faire l'article et citer tous les types de carburants, mais de quoi on parle principalement ? Du HVO ? Alors, on peut parler du HVO, mais il n'y a pas que ça. En ce qui concerne les mobilités lourdes, évidemment. Effectivement, globalement, si on parle de biocarburants, il y a deux types de biocarburants qui sont adressés vers la mobilité lourde, qui sont le B100, du biodiesel, principalement issu du colza, et le HVO, qui est un biocarburant de deuxième génération, issu de la collecte de déchets. Alors, on a tous à l'esprit ce qui se passe sur les restaurants, les fast-foods, etc., donc les huiles alimentaires usagées. Mais plus largement, pour casser un peu l'image d'Épinal qu'on a, c'est les graisses de stations d'épuration, par exemple, qui peuvent rentrer en production. Et puis de plus en plus d'intrants, puisque l'objectif de la filière, c'est de développer pour justement pouvoir accompagner l'ensemble du transport sur des énergies décarbonées. Les graisses animales aussi, c'est important de le préciser.
Tout à fait. Voilà. Les huiles, les graisses animales et les Alors, autres types de graisses. Effectivement, aujourd'hui, on est sur des technologies qui ont 15 ans d'existence, donc on est sur des technologies assez basiques qui, globalement, ont besoin d'un corps gras pour être transformé, donc on peut imaginer n'importe quel corps gras. Mais demain, pour accompagner la filière, on parle de technologies un petit peu différentes, notamment la technologie Fischer-Tropsch, qui est en fait une technologie qui permet de rendre liquide un syngaz, un gaz de synthèse en fait. Donc là on va pouvoir transformer de la lignocellulose, des déchets d'ordures ménagères, enfin voilà, toutes sortes de déchets en carburant liquide. Quelques chiffres qui illustrent aujourd'hui l'usage donc de ces biocarburants dans la mobilité lourde. Et quels sont-ils ? Très marginal. Je vous donne quelques chiffres. La mobilité, en général, voilà, le transport, c'est à peu près un peu moins de 10 millions de mètres cubes de gasoil en France. Si on estime l'usage des biocarburants baissant plus HVO, on pense qu'on est à peu près entre 400 et 500 000 mètres cubes aujourd'hui. Donc ça reste assez marginal. Par contre, la dynamique est forte. Je pense que c'est aussi des solutions qui sont assez récentes. Le B100 est autorisé en flotte captive depuis 2018. Donc bon, ça reste encore assez neuf. Le HVO, chez Altenz, on a lancé le HVO en France en 2020, donc c'est encore plus récent. Donc il faut le temps que ça devienne connu. Altenz, société suisse, me semble-t-il. Pas du tout, on est français. Ah pardon, pour moi. Je vois pas pourquoi pour moi vous étiez suisse, effectivement. Rappelez-nous les chiffres, 500 000 et 500 000 mètres sur un global de un peu moins de 10 millions. Un peu moins de 10 millions. Ok, Philippe Virtel, vous avez installé, c'était donc... j'ai l'impression que c'était hier, c'était quand même en septembre 2022, n'est-ce pas ? Donc déjà plus d'1 an. Vous avez effectivement installé chez vous, donc il y a un an et 3 mois, votre première pompe HVO. Quel bilan vous en faites, tant dans l'usage, bien sûr, que dans l'efficience ? Alors, comme le disait Étienne, il faut prendre le temps de faire connaître les nouvelles facilités dont on peut disposer. Donc effectivement, il y a un peu plus d'1 an, en septembre 2022, on inaugurait ce que j'avais appelé la tête de réseau HVO du groupe MGE. Donc on a inauguré notre première station, qui était une ancienne station de gazole reconvertie au HVO, et à partir de là a commencé toute stratégie de communication auprès de nos clients. Pour les convaincre, on avait une première solution immédiate de décarbonation, puisque mettre du HVO à la place du diesel dans un véhicule pour lequel les changements techniques sont quasiment nuls, c'est décarboner, tu ne me contrediras pas, c'est 83% de gaz à émissions d'effet de serre en moins. Donc c'est juste un truc énorme. Alors ça coûte un peu d'argent, parce qu'il faut rééquiper des stations, il faut payer un carburant qui est plus rare, donc plus cher que le gazole, mais en tout cas, les résultats sont là. Donc on a réussi à partir de cette première communication, à faire savoir à notre clientèle qu'on avait des solutions à leur disposition. Et je peux vous dire que 15 mois après, on a lancé hier, on a mis en place notre 4e station, qui se trouve à côté de Mâcon, et que la prochaine viendra l'année prochaine, elle sera à côté de Marseille. Donc on aura à peu près réussi, il y en aura encore une à monter à Saint-Quentin, et on aura réussi ce qu'on veut faire partout où on est installé. Je parlais tout à l'heure de la mer du Nord à la Méditerranée. Sur toute cette zone sur laquelle circulent nos véhicules, on va être capable, dans notre propre réseau, de faire le plein en HVO. Et ça, c'est... Avec quel volume de carburant et alors, la proportion de kilomètres parcourus? Alors le volume, si tout va bien, je parlais de 14 millions de litres consommés par an, ça peut être 14 millions de litres de HVO. Ça ne va pas dépendre que de moi, ça va dépendre de nos clients. Parce qu'évidemment, en face de cette évolution vertueuse en termes environnementaux, on propose à nos clients quand même de majorer les prix. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, le pari que nous on fait, c'est qu'avant que la taxation carbone de nos activités ne devienne une réalité, c'est de leur dire inscrivez-vous de façon vertueuse, acceptez de payer un peu plus cher votre transport dès aujourd'hui, plutôt que de le payer quasiment 1,5 fois plus cher demain quand la taxation carbone nous tombera sur le rable, pour faire simple. Voilà donc la stratégie qu'on développe. Et ça, ce point-là, c'est le premier point de notre stratégie de décarbonation, c'est utiliser un carburant déjà disponible
et sans trop d'efforts, réussir à brûler ce carburant sans émettre de GES. Allez, un petit mot sur l'hydrogène, un gros mot sur l'hydrogène évidemment. Rappelez-nous, bon, je pense que tout le monde a à peu près la raison d'être et le fonctionnement de l'hydrogène. Quid de l'utilisation de l'hydrogène dans les transports de marchandises et, si possible, évidemment, l'hydrogène vert. Ça, c'est votre créneau, c'est l'hydrogène vert. Différence hydrogène vert et hydrogène gris, rappelez-nous ça. Oui, on va parler d'hydrogène en effet. Donc, comme l'a dit Eric Berger hier, lors de son intervention qui était vraiment très éclairante, il y a en effet aujourd'hui de l'hydrogène sur le marché, mais il est quasi exclusivement de l'hydrogène qu'on appelle l'hydrogène gris, c'est-à-dire de l'hydrogène produit par vaporeformage du gaz naturel, sans vouloir utiliser de gros mots. On casse la molécule de méthane, le CH4. Ce CH4 a beaucoup de H, donc on est très content de récupérer le H. Malheureusement, on libère du C, donc ce process de production d'hydrogène gris est très fortement carboné. Il est entendu, l'ADEME l'indique, que ce procédé cogénère 11 kg de CO2 par kilo d'hydrogène produit. Donc rouler avec cet hydrogène gris, c'est pire que rouler au gasoil, tout simplement d'un point de vue environnemental. Donc ça n'a pas de sens que d'utiliser de l'hydrogène gris dans la mobilité notamment et dans l'industrie globalement, mais dans la mobilité pour décarboner. Ce qu'il faut, c'est se tourner vers d'autres sources d'hydrogène. Et nous, chez Life, qui est une jeune entreprise qui a été créée en 2019, nous proposons depuis 2021 déjà de l'hydrogène sur le marché, qui est l'hydrogène totalement décarboné, ce qu'on appelle l'hydrogène vert. Il y a beaucoup de couleurs dans l'hydrogène, on peut y passer tout l'arc-en-ciel, je ne vais pas passer toutes les couleurs, mais c'est l'hydrogène vert. Cet hydrogène vert, nous la produisons à partir de l'électrolyse de l'eau, donc un autre procédé. On casse la molécule d'eau, H2O, H d'un côté, O de l'autre, et on récupère le H bien évidemment, et comme on a utilisé exclusivement de l'électricité renouvelable, eh bien cet hydrogène est totalement décarboné du puits à la roue, c'est-à-dire qu'ensuite, évidemment, quand il est utilisé dans la mobilité, que ce soit pour le transport de marchandises, le transport de passagers ou la mobilité en général, eh bien il n'émet que de l'eau. Il y a un pot d'échappement dans une voiture à hydrogène ou dans un camion à hydrogène, et ce pot d'échappement n'émet que de l'eau. Donc on est totalement décarboné avec ce process d'hydrogène renouvelable. Un petit mot sur l'utilisation de l'eau, on en a parlé dans la table ronde juste avant. On pourrait se dire, attendez, on a déjà des problèmes de sobriété de l'eau et puis on va utiliser de l'eau pour faire un carburant. Non, ça c'est un faux problème parce que... Alors c'est 10 fois un faux problème. Alors déjà, on ne se soucie pas combien il faut d'eau pour faire un litre de gasoil. Je pense que personne s'en soucie, il faut 2 fois plus d'eau que d'hydrogène. Mais au-delà de ça, nous sommes des petits consommateurs d'eau, premièrement. Il faut 10 mètres cubes d'eau pour faire 1 tonne d'hydrogène, 10 litres d'eau pour faire 1 kg d'hydrogène. Alors ça parle peu, 1 kg d'hydrogène, on ne sait pas ce que c'est, on parle en kilo. Mettez bien le micro. On parle en kilo d'hydrogène. L'hydrogène, c'est 1 kg, c'est 100 km d'autonomie en voiture légère, et il faut 8 kg pour faire 100 km en mobilité lourde. Voilà les ordres de grandeur. Donc on est devant quelque chose qui est beaucoup moins consommateur d'eau que ne peut l'être d'autres carburants déjà. Et ensuite, nous, évidemment, notre façon de travailler fait que nous ne consommons pas d'eau potable. Actuellement, nous sommes basés sur la côte, donc on consomme de l'eau de mer, tout simplement, qu'on désalinisme. À Nantes, notre siège est à Nantes et notre premier site de production est sur la côte vendéenne, qui nous permet de décarboner toute la filière de transport, en tout cas ceux qui en ont envie, des Pays de la Loire jusqu'à Paris d'ailleurs. Et cet hydrogène donc, est produit à partir d'eau de mer et d'électricité d'électricité éolienne, pardon. Et actuellement, nous diffusons et nous développons nos sites de production. Nous avons inauguré la semaine dernière un site de production à Toulouse et nous inaugurons aujourd'hui un site de production en Bretagne pour nous permettre là aussi de répondre aux besoins de décarbonation des territoires. Il faut bien comprendre que l'hydrogène, c'est le pétrole a été le carburant du siècle dernier, on est d'accord là-dessus. Il est né avec le XXe siècle, il est en train de décliner un petit peu. Il y a d'autres carburants qui sont en arrivée mais qui sont moins carbonés. Eh bien, l'hydrogène sera une des solutions, et non pas la solution, sera une des solutions qui permettra de décarboner le transport et la mobilité et l'industrie en général. Et nous vivrons donc un siècle de l'hydrogène. Alors, Philippe Virtel, dites-moi si je me trompe, mais les camions à hydrogène, c'est quand même pas pour tout de suite. Hein. Rappelez-nous ce qu'on s'était dit chez vous il y a 1 an et 3 mois. Oui, il y avait beaucoup de choses qui avaient été dites. Sur les camions à hydrogène. Et en 15 mois, il y a eu énormément d'évolutions sur ce dossier. Il est clair que les choses avancent, mais avec des pas différents. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup
d'ingénieurs, c'est-à-dire qui cherchent à modifier l'existant du diesel pour transformer des véhicules diesel en véhicules capables de brûler de l'hydrogène, pendant que dans d'autres bureaux d'études, peut-être avec un secret bien gardé, on travaille aussi sur d'autres solutions. Ce qui est clair, c'est que aujourd'hui, les différentes solutions, on ne peut pas trop rentrer dans le détail, mais pour faire simple, on a deux grandes technos. On a la techno de la pile à combustible qui brûle de l'hydrogène et fabrique de l'électricité qui elle-même alimente des moteurs électriques sur un véhicule lourd. Première solution. La deuxième solution, ça s'appelle la combustion interne, c'est-à-dire qu'on brûle de l'hydrogène dans un moteur thermique à combustion interne. Voilà. Les deux solutions s'opposent aujourd'hui, en tout cas des recherches avancent dans les deux sens là-dessus. Les secrets sont assez bien gardés, très difficile d'y voir clair. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, l'offre en véhicule purement hydrogène, elle est quasi nulle. Et le salon Solutrans, le grand salon du poids lourd qui a eu lieu à Lyon en octobre, l'a montré. Il y avait beaucoup de véhicules électriques qui étaient présentés, électriques à batterie, et très peu de solutions en hydrogène. Il n'y en avait d'ailleurs quasiment qu'une seule. Voilà. Donc le sujet, il est là. Et notre boulot à nous, c'est d'intégrer cette incertitude sur deux choses. Quelle sera la technologie qui finalement émergera et quelle sera la date à laquelle elle va émerger. Donc il faut qu'on gère tout ça. Donc dans l'intervalle, on est obligé de monter une stratégie intermédiaire, dont la phase 1, c'est celle que j'évoquais tout à l'heure avec l'utilisation du HVO, en ce qui concerne la mobilité lourde. Et la phase 2, c'est de dire qu'il faut certainement qu'on envisage un passage assez subséquent à des véhicules électriques à batterie, en attendant que la technologie hydrogène soit mature. Alors pourquoi je dis ça? Parce que c'est une solution d'attente. L'électrique à batterie signifie qu'il va falloir que les réseaux supportent des puissances invraisemblables pour alimenter des chargeurs à 1 MW par exemple. Ça va être très compliqué à faire. Et il est aussi nécessaire qu'on se fasse une expérience. L'un des défauts de l'électrique, ça va être d'être assez long à charger, quelle que soit la puissance du chargeur. Le gros avantage qu'on aura sur l'hydrogène, c'est qu'en termes de temps de remplissage, on va être ISO avec le gazole. Ça, c'est très important. Il ne faut pas perdre de vue qu'on est sur des machines. Un véhicule d'aujourd'hui, un poids lourd d'aujourd'hui, vous avez en gros 200 000 balles de capital. Donc 200 000 euros de capital, il faut que ça tourne. On ne peut pas passer notre temps à faire le plein, qui est un temps improductif. Donc si en électricité, il nous faut 6 heures pour charger, vous avez une machine qui ne coûte plus 200 000, mais qui vaut plutôt 450 000, qu'il faut charger. Et là, on perd vraiment du temps. En hydrogène, c'est pire, puisqu'il y a le rapport sur un tracteur routier, par rapport à un tracteur hydrogène, on est sur un vecteur 7. Voilà, ce qui coûtait 100 000 en diesel coûte 700 000 en hydrogène. Et en électricité, c'est du simple au double. Dans la techno actuelle, et ça baissera. Donc on ne connaît pas encore exactement le fléchage avec lequel ça va baisser, mais ce qui est clair, c'est qu'il va falloir qu'on trouve des compensations. Donc, si on doit tourner demain, investir des véhicules qui valent un tel prix, il faudra impérativement que les usages nous permettent d'en garantir l'utilisation quasiment H24. C'est-à-dire pas perdre de temps à faire le plein, pas perdre de temps à faire des détours. Voilà. Donc on va être sur ce qu'on appelle le TCO, qui vont avoir des constructions différentes, des paramètres qui changent. L'idée, c'est d'être capable d'aller vers une transition énergétique sans avoir un impact absolument délirant sur le prix de nos transports, parce qu'on est quand même dans une économie de marché, et il faut que les clients, il y en a quelques-uns dans la salle, il faut que les clients soient en capacité d'absorber les surcoûts de la transition énergétique, et tout ça, ça se fait modulo la vitesse à laquelle les uns et les autres peuvent avancer. Voilà. Donc nous, c'est la contrainte qu'on a, pour faire simple, en tant que transporteur routier, c'est continuer à financer le renouvellement de nos flottes, l'introduction de véhicules qui coûtent infiniment plus cher que les nouveaux, avec des énergies dont on ne connaît pas encore exactement ni la disponibilité, ni le prix. Lionel Pommier, quel regard vous avez sur ces contraintes plurielles d'un transporteur? Déjà, premièrement, il ne faut pas opposer les énergies, clairement. Quand on fait les points sur les flux, les usages des véhicules, tout n'est pas pertinent pour faire un usage. Donc, et aujourd'hui, les transporteurs ne s'y trompent pas, puisqu'on a un mix énergétique dans leur flotte, selon si on fait du long courrier, du régional ou du centre-ville. Il y a aussi la problématique pour les transporteurs, c'est leurs chargeurs ou leurs donneurs d'ordre, qui vont leur demander de rouler propre pour eux.
Et là, tout, justement, ce qui est dit, c'est de dire, moi je propose pour vous, avant de me l'imposer, de dire, je peux vous proposer ça. Parce qu'encore une fois, il faut regarder les productions locales. Alors aujourd'hui, on va être sur une agglomération, on a déjà des stations d'avitaillement multi-énergie, on peut proposer de nouvelles énergies. Mais il y a des secteurs où encore on n'en a pas. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on propose? Donc les biocarburants sont une solution alternative en ce moment, parce que ça se développe. On a encore le bio-GNC, qui est du gaz vert par recyclage. Demain, on aura de l'hydrogène vert, de l'électricité la plus verte possible, mais encore une fois, il faut savoir où s'avitailler. C'est toujours le problème. C'est vraiment un cercle vertueux qu'il faut comprendre. Et un client aujourd'hui, je suis désolé, mais là, j'ai fait une réunion avec une collectivité de Châlons et avec un très gros logisticien qui me dit, mais c'est le client qui payera. On l'a vu dernièrement. Il suffit d'aller au supermarché, de dire on a pris 15, 20, mais c'est un effet de chaîne. Et là, ce que M. Virtel a dit, oui, mais si nous, on paye nos véhicules plus cher, on est une entreprise, il faut les amortir, donc on le refacture. Il y a des clients qui ne l'acceptent pas, il y a des clients qui disent, ok, moi, pour rouler propre, oui, mais la finalité, c'est nous qui payons. Donc nous, à la région et à l'ADEME, on met des process d'accompagnement, de subvention. Il y a tout un panel de solutions qui existent, mais encore le faut-il, il faut le porter à connaissance des collectivités et des transporteurs. Il y a des subventions locales, des subventions régionales, nationales et fiscales. Si on n'apporte pas ces connaissances aux transporteurs, on dit ok, moi je suis là-dessus parce qu'ils ont déjà énormément de travail, et dans l'accompagnement on leur dit voilà, vous avez le droit à ça, ça, ça. Et dans leur fonctionnement de dire je choisis tel véhicule, tel carburant, et je fais mon métier. Parce qu'ils ont des gros enjeux financiers, les marges sont déjà assez réduites, je ne le cache pas, donc à un moment donné, il faut qu'on mutualise et que ce soit cohérent et de créer un écosystème entre chargeurs, transporteurs et le client, tout simplement. Le multimodal, monsieur Vacher, Sébastien Vacher. Un mot sur le multimodal, tout à l'heure vous nous avez présenté évidemment Pardon. Allez-y. Non, il y a quelque chose qui me titille là, en vous écoutant. Tout ce que vous venez de dire sur les biocarburants, tout ça fonctionne dans une locomotive. D'accord? Donc on parle beaucoup de camions, j'aime bien les camions, je vais me faire un petit peu l'avocat. Dont l'hydrogène. Dont l'hydrogène, bien entendu, puisque il y a des expérimentations en ce moment dans votre région sur des transports publics avec des automotrices à hydrogène. Donc tout ça fonctionne au ferroviaire. Juste pour rappeler les enjeux du ferroviaire, quand même, c'est 6 fois moins quand on prend n'importe quelle distance, n'importe quel mouvement de transport de marchandises, c'est 6 fois moins d'émissions de CO2 quand on prend du ferroviaire. Donc si déjà on réfléchissait à un moment donné, avant de commencer à se dire qu'on décarbone la route, qui est bien entendu ultra dominant, si déjà on essayait de se réfléchir avec les chargeurs comment on pourrait à minimum transférer le maximum de ce qu'on peut faire sur le ferroviaire, je ne dis pas qu'on peut tout faire, mais déjà vraiment cette réflexion. Et le deuxième élément qui j'appelle à la conscience citoyenne que nous sommes autour de cette table, mais aussi dans la salle, c'est les externalités évitées. On n'en parle jamais. Mais combien ça coûte à une ville, à toute la collectivité de nos impôts, quand des camions passent dans les routes, par exemple, peuvent avoir des accidents, l'accidentologie. Ici, je ne dis pas que c'est les camions qui font les accidents, je dis juste qu'on crée, on génère de la congestion sur les routes, on génère potentiellement de la pollution dans les villes, donc ça a des conséquences sur potentiellement des maladies liées à l'émission d'un camion ou d'une voiture qui va dans une ville. Je ne les oppose pas, mais toutes ces externalités évitées sont cruciales. On a fait juste une étude avec 1,2 million de tonnes transportées aujourd'hui, parfois ferroviaires, sur le territoire français. Si on regarde et si on fait un calcul que l'ADEME a validé, on a calculé qu'on pouvait éviter 310 millions d'euros d'externalités que l'État, que les collectivités locales, que tout le monde paye
à un moment donné sur la réfection des routes, sur un certain nombre de maladies cardiovasculaires, de tout ce que l'on veut. D'accord ? Donc juste ça, à un moment donné, on peut faire plein d'économies et d'économies de CO2 sur les éléments, mais en tant que citoyen, il faut juste se poser cette question-là aussi, à un moment donné. Donc je dis pas que tout est faisable, je dis juste qu'à un moment donné, il faut juste... allons jusqu'au bout, quoi. D'accord ? Et, ok, merci beaucoup pour ces précisions, effectivement, qui vous tenaient à cœur, a priori. Quid de l'innovation en termes de multimodalité ? Au regard des quelques chiffres que vous nous avez dit, oui, bien sûr, le ferroviaire doit faire sa révolution. Elle doit faire sa révolution. Ça prend pas. Le ferroviaire, ça fait 30 ans qu'on n'a pas investi, donc on récupère ce qu'on a. Vous imaginez, une voiture, vous n'avez pas investi pendant 30 ans, non, je ne sais pas une voiture, mais une maison. Prenez une maison que vous n'avez pas investi pendant 30 ans, vous la retrouvez dans un état pitoyable. Puis on vous dit, maintenant il va falloir la mettre aux nouvelles technologies. Voilà. Donc c'est l'état aujourd'hui du réseau français ça nécessite énormément d'argent public pour le remettre. Déjà, ça c'est la première chose, c'est l'infrastructure qui est très important. Avec Philippe Virtel, on a travaillé des dossiers sur lesquels on avait ce problématique d'embranchement, c'est-à-dire de la capacité des rails à accepter un train entier. Il faut 20 wagons, ça fait 500 mètres, il faut que vous ayez les voies suffisamment longues, pertinentes. En région parisienne, vous trouvez très peu de plateformes logistiques embranchées, parce que on a mis tout aux voyageurs, ou un certain nombre de choses, et puis la pression immobilière a fait qu'on a construit des immeubles, et donc on a du mal à trouver des embranchements. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, après, le ferroviaire doit faire sa révolution sociale, organisationnelle. Il est ouvert maintenant au privé, donc et Forwardis travaille avec toutes les entreprises ferroviaires sur le marché français, donc on peut regarder le dynamisme, il y a un vrai dynamisme, mais il y a aussi un problème économique de survie des entreprises ferroviaires. Il y en a 4 ou 5 aujourd'hui qui évoluent en France. Elles ont beaucoup de mal, il n'y en a pas une qui gagne de l'argent aujourd'hui, c'est quand même très compliqué, quoi. D'accord ? Donc il y a aussi ce problématique d'arriver de financer et d'investir. Mais bon, on va dire qu'il y a eu des investissements qui sont faits sur des locomotives, et après il y a tout ce qui est... donc les entreprises ferroviaires ont fait leur dynamique, maintenant il y a le matériel. Donc ça, on a besoin Je trouve que dans la partie routière, il y a cette réflexion de l'industrie routière dans l'innovation. C'est comment je peux mieux transporter, plus léger, plus efficace. Et ça, le ferroviaire doit ouvrir ses chakras, comme on dit, pour essayer de regarder comment ça marche côté ferroviaire. Et ça, en tant que commissionnaire de transport, moi je le vois, je peux l'observer, des fois le monde ferroviaire était un peu dans son monde et il doit s'ouvrir. Donc nous, de temps en temps, on les amène, on dit attendez, regardez comment ça marche sur la route, et je pense que vous avez des choses à apprendre. Mais pareil, la route, elle a à apprendre à des choses dans le ferroviaire pour que ça fonctionne. Mais on est condamné à s'entendre, au final. On est condamné, vu ce que je vous disais sur les routes, ce qu'on vit aujourd'hui. Donc il y a une urgence, quoi. D'accord ? Quid en matière... Je ne vais pas faire Chirac, disons que la Terre, elle brûle, mais on n'est pas loin quand même, donc il faut se bouger, quoi. Quid en matière d'innovation ? Évidemment, le numérique facilite énormément de choses aujourd'hui. Multimodalité et innovation de demain, c'est quoi ? Autre que l'aspect organisationnel et nouveaux marchés, etc. La digitalisation, parce qu'on parle beaucoup de ce mot, la digitalisation par exemple, rien que dans le fret ferroviaire, on est à l'âge de pierre. Les lettres de voiture sont encore en mode... moi je reçois encore des lettres de voiture en mode de fax, quoi. Donc on est encore... la route, on est encore dans un monde ferroviaire assez... donc il y a beaucoup de révolutions qu'il faut faire, mais ça va vite, ça se passe... on accompagne ça, il y a beaucoup d'argent à mettre, mais on est là pour faire avancer ce monde-là, et donc je pense qu'il y a plein de choses, par exemple... La récupération d'énergie par le ferroviaire, normalement, elle doit être fantastique puisque vous êtes sur du rail par rapport au rail. Donc, normalement, la récupération d'énergie, on a vu un wagon maintenant qui est capable de récupérer l'énergie par rapport aux bougies et pouvoir alimenter une batterie pour pouvoir avoir un conteneur en température dirigée alimenté par l'énergie produite par le bougie. En fait, d'accord ? Donc ça fonctionne.
il y a plein d'éléments encore. Il y a un gisement d'innovation, puisque pendant 30 ans, on a un peu laissé mourir. Donc, voilà, il y a tout à faire. Philippe Virtel, Venez nous rejoindre. Ouais. Qu'est-ce que vous avez dans les cartons voilà, vous, exemple, transporteur, avec le rail. Alors nous, on a quelques éléments pour situer les choses. On est transporteur routier depuis 1960 et quelques. Donc en 60 ans, on a mis en service 900 semi-remorques. Et en 15 ans, on aura mis en service 360 caisses mobiles rail-route. Pour montrer que nous, on n'est pas des ayatollahs de la route. Voilà. Aujourd'hui, on est dans une situation où j'ai récupéré une société de transport routier que je suis en train d'essayer de transformer en une société dont le boulot, c'est de déplacer de la marchandise, peu importe le moyen, pourvu qu'on soit économique, en qualité, et qu'on soit au rendez-vous de la décarbonation. Donc notre sujet, il est là. Donc aujourd'hui, nous, on investit largement sur le ferroviaire et sur l'intermodal. À l'entrée de la salle, vous avez ce qu'on appelle une caisse mobile. Donc cette première innovation simple, c'est quand même un moyen de transport qui prend aussi facilement la route que le train. Donc cette caisse mobile, c'est vraiment ce qu'on appelle du transport combiné rail-route. Et en plus, elle a une deuxième innovation, une deuxième caractéristique, c'est qu'elle est conçue pour transporter dans un sens un produit vrac et dans l'autre sens un produit palettisé. Donc là, on fait quand même triple peine, puisqu'on arrive à faire rail, route, fleuve éventuellement, vrac et conditionné. Donc c'est ça l'innovation. En gros, c'est de se dire qu'est-ce que je peux mettre en place à partir du moment où je pars d'une feuille blanche pour créer quelque chose d'extrêmement vertueux sur le plan environnemental. Bon, l'idée c'est quoi? C'est que quand j'arrive dans une usine où je livre une matière première en vrac, j'en ressorte avec ces produits finis. Voilà. Si je peux faire ça en plus par le train, c'est tip top. Voilà. Je reviens sur les biocarburants. Altense, la problématique, c'est la production dans un premier temps, et puis le transport aussi. Vous avez tout à construire aussi pour développer ce carburant vert. Alors, en fait, il y a déjà pas mal de choses qui existent et qui sont prêtes. Je vous ai dit tout à l'heure, donc le biodiesel, c'est quand même des biocarburants qui sont utilisés depuis la fin des années 90, on va dire. Le HVO, c'est un petit peu plus récent, mais il faut imaginer que c'est le biocarburant des pays du Nord, donc c'est des technologies qui sont quand même assez matures, on va dire. La problématique, effectivement, elle est sur les disponibilités de produits. Alors aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, c'est pas un souci. Aujourd'hui, on est plutôt même en surproduction de biocarburants. Pour une question basique, c'est que les réglementations européennes n'ont pas suivi l'espérance des industriels. Donc c'est déjà un point important. L'inquiétude se fait plutôt dans les années futures, puisque justement, comme en fait tout est basé sur une directive européenne, donc qui est la directive sur les énergies renouvelables, qui a donné des ambitions et derrière c'est pas suivi. Je vous donne un exemple juste sur les pays nordiques qui sont toujours présentés comme des pays assez favorables aux ENR. La Suède vient de diminuer son mandat d'incorporation de biocarburants en le ramenant de 26% à 6%. Donc c'est des choses quand même assez fondamentales sur un marché européen, surtout qu'ils étaient très en avance, donc c'est voilà, un point très important. Alors, est-ce que ça coûte cher en fait? Et on revient un peu à tout ce qu'on s'est dit depuis le début. En fait, c'est la grosse question fondamentale sur la transition énergétique, c'est qui va payer? C'est une question fondamentale parce que en fait, on voit bien que c'est une chaîne. On appelle ça la supply chain, c'est pas pour rien. Donc effectivement, à un moment donné, si un transporteur doit investir pour décarboner, il ne peut pas le faire tout seul. Donc il faut que quelqu'un paye. Donc si c'est son chargeur, parfait, mais son chargeur, il doit aussi l'intégrer dans ses coûts de revient. Donc au final, c'est nous, en tant que consommateurs, qui devons prendre ce surcoût-là. Je ne suis pas sûr qu'on soit prêt. On vient de sortir d'une crise, on a vu les chiffres de l'inflation et l'impact que ça a eu sur le marché. On parlait de la grande distribution, effectivement. Mais aujourd'hui, chacun on a à s'interroger, est-ce qu'on est prêt à payer plus cher un produit parce qu'il a été transporté par un camion vert ou pas? Donc ça, c'est un point fondamental. Deuxième chose, il y a quand même une problématique d'instabilité réglementaire qui est vraiment très impactante sur la visibilité à long terme de cette transition. Je vous donne un exemple sur la fin du moteur thermique en 2035. C'était acté, l'Allemagne s'y est opposée, on ne sait toujours pas exactement ce qui sera autorisé ou pas après 2035. C'est-à-dire que ce n'est pas encore tranché par la Commission européenne.
À partir de là, comment voulez-vous que les industriels investissent dans des outils de production où on ne sait pas si, en gros, dans 10 ans, ils seront encore utilisables ou pas? Donc ça, c'est un gros point. Je pense que les politiques devraient voir un petit peu les choses différemment. L'interdiction des moteurs thermiques, c'est pour les voitures, c'est pas pour les camions. Alors, pour 2035, oui, mais le poids lourd est concerné pour 2040. Donc, il y a des... Il y a une temporalité différente, mais l'objectif final est le même. Ça vous donne 5 ans de plus, effectivement. Voilà, exactement. Mais le temps politique n'est pas du tout le même que le temps industriel. Donc c'est une grosse problématique. Et encore plus au niveau européen, où on se dirait on devrait avoir une politique commune, mais on voit bien justement comme la France et l'Allemagne s'opposent sur ces histoires-là. Donc je pense qu'on n'est pas prêt d'avoir une réponse finale. Pardon, Monsieur Robert, tout à l'heure, Philippe Virtel a dit qu'on pouvait mettre grosso modo de l'hydrogène dans un moteur thermique et sans polluer. Pourquoi on ne peut pas imaginer en 2050 un moteur thermique à l'hydrogène? Mais il y a déjà des développements en cours à ce sujet. Des entreprises travaillent déjà sur des moteurs thermiques à hydrogène. Donc aujourd'hui, en termes de réglementation européenne, on s'oriente vers quoi? Pardon. Alors la réglementation autorisera les deux. Alors le thermique, c'est vrai qu'on dit le thermique va s'arrêter. C'est pour ça que la filière développe le moteur thermique à hydrogène, parce que ce dont on n'a pas trop parlé, c'est depuis tout à l'heure, c'est pourquoi on lance cette décarbonation. Parce qu'en fait, le sujet, c'est de lutter contre l'émission de gaz à effet de serre. On est tous conscients, donc il faut faire baisser ces émissions de gaz à effet de serre, voire les absorber, ceux qui sont déjà présents. Donc en fait, le sujet, c'est pas forcément on n'est pas contre les camions, on n'est pas contre les moteurs thermiques. Ce qu'il faut, c'est émettre moins, voire pas du tout de gaz à effet de serre, et ma foi, le moteur thermique à hydrogène correspond à ce cahier des charges. Donc ça pourrait être une façon d'utiliser toujours cette connaissance et que cette filière ne meure pas d'elle-même, d'utiliser des moteurs thermiques à hydrogène, et aujourd'hui des constructeurs y croient beaucoup. Alors, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Question très concrète. On vient de dire qu'en 2040, les moteurs thermiques sur les camions, c'était terminé. Est-ce que l'hydrogène est concerné ou pas? Aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'a pas été étudié en fait. D'accord. Le moteur thermique à hydrogène, c'est quelque chose d'assez nouveau, mais qui, une fois de plus, qui correspond à une dynamique de la filière, qui voit bien que dans 10 ans, c'est très bientôt, développer un moteur, ça coûte de l'ordre de 1 milliard d'euros. Donc on se dit, mais comment on va faire dans 15 ans? Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc c'est une façon pour la filière motorisation et thermique en général, si vous voyez ce que je veux dire, d'accompagner quand même la décarbonation tout en gardant cette technologie, cette connaissance, cette expertise qu'ils ont, à savoir utiliser, maintenir des moteurs à explosion. Philippe Valten? Oui, il y a en fait, il y a un gros biais qui est au niveau européen, c'est qu'en fait, on s'est basé sur les émissions à l'échappement. C'est-à-dire qu'en fait, les émissions sur les poids lourds sont calculées du réservoir à la roue. Mais ça ne parle pas de décarbonation. On peut très bien avoir un véhicule qui n'émet pas du réservoir à la roue, mais qui est très polluant auparavant. Donc la problématique, c'est d'arriver à transformer cette vision du réservoir à la roue à une vision en analyse du cycle de vie. Et ce qui est beaucoup plus complexe, parce qu'effectivement, là, on va chercher non pas à savoir de quelle typologie de camion ou véhicule on parle, mais plutôt quelle est l'énergie qui va être utilisée pour propulser un engin. Et c'est là où voilà, le bas blesse, c'est qu'aujourd'hui, tant qu'on raisonnera du réservoir à la roue, ça sera très compliqué. Philippe Virtel? Oui, juste un petit commentaire. Bon, le législateur européen, il fait son boulot. Et son boulot, ça consiste à faire en sorte qu'il donne un fléchage pour que, à terme, le plus vite possible, 2035, 40 et 2050, on revienne à des émissions zéro. Le problème qu'on vit tous, c'est qu'il y a évidemment un manque de connaissanses qu'on peut comprendre. Mais finalement, quand les décisions sont prises et les votes s'appliquent, de dire en 2040 par exemple, plus de véhicules à moteur thermique, je dis bien ce terme-là, moteur thermique, doivent être construits en Europe, ou utilisés en Europe, ou commercialisés en Europe, on s'est un peu trompé, parce qu'il y a forcément eu, dans l'esprit du législateur, une confusion horrible entre moteur diesel et moteur thermique. Le problème, c'est que le moteur diesel, quand on brûle le gazole dans une chambre de combustion, on émet des NOx, des particules et du CO2. Quand on brûle dans la même chambre de combustion adaptée, puisqu'on brûle à 2200 degrés, c'est 2200 degrés la température de fonctionnement d'un moteur à hydrogène,
Là, on n'émet plus rien. Sauf que comme ça n'a pas été porté à la connaissance, avec la bonne finesse, la connaissance du législateur, il l'a oublié. Donc il a pris une décision un peu trop rapide qui nous met aujourd'hui dans la difficulté. Voilà. Donc moi je prêche à chaque fois que je peux le faire dans les instances pour que, franchement, les lobbies, il faut parler de lobbies, reviennent à la charge pour faire comprendre aux législateurs qu'il y avait peut-être une voie qui n'a pas été explorée. Lionel Pommier, il y aura un réajustement à votre avis? Inévitable, a priori. Oui, forcément, puisque aujourd'hui, on parlait de 2035, les véhicules thermiques, il y a déjà une revoyure qui a été posée à 2028. Donc chaque chose en son temps, parce que la France a dit 2035, nous on le fait. L'Allemagne a rétropédalé, l'Italie a rétropédalé, donc la France s'est dit, oh, on va mettre un moratoire à 2028. Donc on en est loin. Première chose, je rebondis ce qui a été dit, qu'est-ce qui pollue dans un camion ou une voiture? C'est le carburant, principal. Hormis les particules de frein, de pneus, peu importe. C'est qu'à aujourd'hui, un sujet où je vais aborder, notamment sur un point qui est important sur l'hydrogène, ou sur les autres carburants, c'est le rétrofit. On parle tout le temps de remplacer. Ouais, mais je sais pas, moi, quand j'allume ma télé le soir, on parle de recycler. Ouais, on fait quoi avec nos voitures? Moi, je sais pas, moi, je roule pas en voiture neuve. Moi. Qui a les moyens de le faire? Tant mieux. D'autres le font pas. Moi, je suis un amoureux des voitures. Dans mes vieilles voitures, qu'est-ce que je mets? Eh bien, on a le rétrofit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des véhicules à forte valeur ajoutée, que ce soit des autocars, du train aussi, qui est fait. C'est-à-dire, on change, on enlève le carburant, on le remplace par un autre, ou on change la chaîne cinématique et on la remplace par une autre. Donc là, aujourd'hui, il y a toute une filière qui se met en place. On est quand même là dans l'innovation, justement. C'est une filière qui est en train de se mettre en place, qui est pertinente, par rapport aux énergies locales qui sont produites. Et ça, c'est cohérent. Mais et en plus, sur l'hydrogène, il ne faut pas oublier que là, on parlait des biocarburants qui sont vraiment typiquement français, le B100, parce qu'il y a d'autres constructeurs qui ne le développent pas du tout à côté, par exemple en Allemagne, qui sont plus HVO. Mais vous avez aussi l'e-fuel qui va arriver, donc combinaison d'hydrogène et de CO2 qui fonctionne, qui est déjà commercialisé sur certaines voitures. Il y a des usines qui sont en train de se créer, il y a une filière qui se met en place. Donc dans le panorama des évolutions de carburant, il y aura plein de choses. Mais à aujourd'hui, ce qui serait bien, c'est de dire, inventons déjà un carburant pour rétrofiter nos véhicules, parce que nos véhicules coûtent plus cher. On va remplacer des véhicules à 5-6 ans, ils auront 300 000 km, mais moi je connaissais des camions à l'époque qui faisaient 1,5 million, on n'y est plus du tout. Alors, est-ce pertinent ou pas pertinent? Comment ça se fait qu'aujourd'hui on remplace tous les 5 ans? Je ne sais pas. Donc c'est les questions qu'il faut se poser, les bonnes questions. De dire, oui, mais arrêtons de toujours acheter, alors qu'on a déjà des véhicules à forte valeur ajoutée, et pourquoi on ne pourrait pas prolonger leur vie? L'appel est lancé. Vous avez parlé de réseau de distribution, un petit mot sur l'hydrogène, parce que on a compris évidemment la différence hydrogène gris, hydrogène vert, on a compris l'intérêt éco-responsable de l'hydrogène. L'autre intérêt de l'hydrogène, en termes, on a bien compris que ce n'était pas tout de suite, mais l'autre intérêt de la production d'hydrogène, c'est que ça peut être de la production locale, régionale. L'idée, faire trimballer des bouteilles d'hydrogène vert à travers l'Europe, c'est pas l'idée, la cohérence, elle n'est pas là. En effet, quand vous dites l'hydrogène, c'est pas aujourd'hui, si, c'est aujourd'hui. Nous, Life, on produit de l'hydrogène depuis 2 ans. Non, mais c'est intéressant de dire, l'hydrogène n'est pas l'énergie de demain, c'est l'énergie d'aujourd'hui. Nous, on produit de l'hydrogène depuis 2 ans, on ouvre des usines de production, on met en place, on accompagne, et c'est pas notre métier, des stations de distribution. Il faut bien comprendre qu'il y a une chaîne de tout ça, il y a des acteurs, différents acteurs de tout ce procédé, et nous, on est des grossistes, entre guillemets, donc on produit de l'hydrogène renouvelable, vous l'avez compris, et cet hydrogène, nous, on la livre à des stations de distribution, et ces stations de distribution vont, elles, le dispenser, enfin le proposer à leur client final. Petit bémol, pardon, quand je disais, c'est pas tout de suite, non, mais je comprends. Dans les mobilités. Je vous prends en mots, c'est tout, évidemment. Mais dans les mobilités... Dans les process industriels, on en a parlé. Dans les mobilités, si, on peut en parler. Il y a 5 stations de distribution en Vendée qui utilisent notre hydrogène. Il y a une station Hype à Paris. Hier, Eric Berger a parlé des taxis parisiens qui n'avaient que de l'hydrogène carboné. Mais sur les 5 stations qui utilisent ces taxis parisiens, il y a une station qu'on distribue nous-mêmes. Donc il y a quelques mobilités déjà qui s'affichent. On peut parler de la logistique, parce qu'on a parlé beaucoup de transport, mais je vois que la logistique est évidemment présentée ici. Nous, on fournit par exemple une base logistique à Carquefou de Lidl, qui fait 55 000 m², qui utilise 80 chariots élévateurs. Et bien ces 80 chariots élévateurs sont empilés à combustible et utilisent de l'hydrogène tous les jours. Donc on est déjà dans l'ère de la mobilité hydrogène.
au début, et là vous avez 1000 fois raison, tout au début c'est exponentiel, et si vous vous rappelez la courbe exponentielle, elle est très très plate au début, la courbe exponentielle, donc on est dans cette zone plate, donc au début on est vraiment au début, mais évidemment l'avenir de la décarbonation avec l'hydrogène est devant nous, et on va aller vers de la décarbonation réelle. Donc voilà, nous on s'adresse vraiment au territoire. Une chance aussi qu'on peut évoquer, et on ne se balade pas en effet à travers toute l'Europe avec notre hydrogène comme vous le disiez, la chance que propose l'hydrogène, et c'est ce que la France a compris, ce que n'a pas compris l'Allemagne, mais c'est ce que la France a compris, c'est qu'on va produire notre énergie de mobilité sur nos territoires, avec nos acteurs du territoire, pour nos besoins de territoire. Un petit mot sur le projet d'Épinal, justement. Bien sûr, ce qui va permettre à tous les territoires, dont Épinal, évidemment qu'on va aborder, de produire son énergie de mobilité. Et là, c'est une vraie révolution. Parce que, évidemment, les flux dont on entend parler depuis presque un siècle concernant le pétrole, et j'en passe et des meilleurs, vont se tarir, ou en tout cas vont diminuer. Et voilà, on va saluer évidemment les collectivités, et par là même l'agglomération d'Épinal, qui sont aujourd'hui les gens qui montrent la direction. Et l'agglomération d'Épinal a lancé un appel à projet il y a quelques temps déjà, avec Vaugireuve évidemment, pour lancer une dynamique d'hydrogène sur les territoires. Il y a plusieurs candidats qui ont été retenus, et Life a eu le plaisir d'être retenu parmi tous ces acteurs de l'hydrogène pour être le futur acteur de l'hydrogène sur le territoire d'Épinal. Donc en effet, nous travaillons aujourd'hui, c'est pour ça que Life est présent aujourd'hui à ce salon, nous travaillons aujourd'hui pour mettre en place un projet ambitieux de production d'hydrogène renouvelable sur le territoire d'Épinal, sur l'agglomération d'Épinal, pour répondre aux besoins locaux de l'agglomération, du département, voire de la région, et ainsi continuer à proposer, à créer un réseau de production d'hydrogène renouvelable sur le territoire national. Je vous disais tout à l'heure qu'on était sur la côte ouest, on était en Normandie, en Bretagne, pardon, on était en Haute-Garonne, on a un projet à Lyon, on a un projet en Hauts-de-France, on a un projet en Touraine, ce projet-là dans le Grand Est. Vous voyez, on est en train de créer un réseau de production pour ensuite, à 150-200 km maximum, eh bien, proposer notre hydrogène radialement vers les acteurs du territoire, la mobilité et l'industrie. Concrètement, on sait où ça va se passer, tout ça, non? Pas encore? Pas tout à fait encore. Ah, okay. On y réfléchit ardemment. Très bien. Merci beaucoup, on peut les applaudir si vous voulez bien. Nos 5 intervenants qui ont parlé de mobilité lourde, et effectivement, il n'y a pas que les mobilités, évidemment, comme problématique au sujet de la décarbonation. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Une ou deux questions peut-être toutes rapides. Il est 16h10 bientôt. L'idée c'est d'enchaîner à 16h30 avec la dernière table ronde sur l'écomobilité de vos salariés, de vos collaborateurs. Voilà, pas mal de choses évidemment qui sont faites de la part des collectivités, de la part de start-up, de la part de coopératives, puisqu'on aura Mobicop qui sera représenté tout à l'heure sur cette scène. Une question, pas de question, vous avez tout compris de la décarbonation des mobilités lourdes en matière de multimodalité, en matière de carburant alternatif, éco-responsable, etc. Bon, a priori, oui. Moi, j'aurais peut-être une question quand même. Jacques. Merci. Je me permets une question. L'actualité nous a laissé entendre que, si c'est vérifiable, nous a laissé entendre qu'un gisement, probablement le plus gros gisement mondial d'hydrogène blanc, serait en train de se profiler dans le nord de la France. Apparemment, pas au démarrage d'études qui étaient portées spécifiquement sur l'hydrogène, mais apparemment sur des forages qui ont été faits pour toute autre chose et qui ont décelé une forte potentialité de cette... Alors, évidemment, moi, ma question, elle va aux gens qui fabriquent de l'hydrogène aujourd'hui. Monsieur Robert. Et donc... Petit point d'actu. Oui, en effet, on appelle ça l'hydrogène blanc. Les spécialistes préfèrent parler d'hydrogène naturel, mais ça veut dire la même chose. Hein. C'est l'hydrogène natif. On ne sait pas comment c'est fait, on ne sait pas d'où ça vient. Autant le gaz naturel, le méthane, on sait que ça a été créé par la biomasse qui s'est dégradée, etc., et qui a produit cette biomasse très profondément dans la Terre. Mais on ne sait pas comment cet hydrogène a été créé. Mais force est de constater que des premières prospections ont permis d'identifier des gisements phénoménaux, vous avez raison de le dire, en Lorraine, et on vient d'en découvrir encore même dans les Pyrénées, là. Et il y a eu d'ailleurs un permis d'exploitation qui a été donné il y a 15 jours dans les Pyrénées pour lancer une phase d'extraction.
Lancer une phase d'extraction, c'est-à-dire que les premiers forages vont avoir lieu dans environ 3 à 5 ans. Donc c'est pas tout de suite. Et on ne sait pas encore ce qu'on va trouver, on ne sait pas comment. Ça va coûter de l'argent quand même que de l'extraire, que de le produire. Donc il y a clairement une opportunité là qu'il faut absolument saisir. L'hydrogène, vous savez, nous, chez Life, on est quasiment une entreprise à mission. Ce qu'on veut, c'est décarboner, quels que soient les moyens. Mais décarboner pour être efficace. Eh bien, l'hydrogène blanc répondra évidemment à ce genre d'impératif. Donc c'est parfait, c'est super. On est vraiment face à un gisement exceptionnel qui permettra de lancer une décarbonation. Alors, on ne sait pas combien ça va coûter. Voilà, ça va être un sujet financier quand même rapidement. Ça va être très naturel, donc ça va être sans carbone, donc ça sera vraiment très bien. Et ensuite, ça va être très ponctuel, c'est-à-dire que cet hydrogène, il faudra imaginer des réseaux de gazoducs qui vont après le distribuer peut-être à travers la France entière, mais ça mettra beaucoup de temps. Donc d'ici là, il faut quand même faire quelque chose. Pour répondre à votre question, nous, en tant que producteurs d'hydrogène, donc on pourrait voir comme ça, comme une concurrence et comme une impasse pour nous. Nous, on voit ça comme une opportunité pour lancer la dynamique de l'hydrogène, pour nous continuer à travailler et pour accompagner la décarbonation formelle et active et volontariste, on essaye d'être comme ça chez Life, de l'énergie, de l'industrie de la mobilité. Mais oui, l'hydrogène naturel pourra répondre à ces éléments-là. Philippe Virtel. Oui, une petite précision. Donc le gisement en question, là, dont tu parles, Jacques, c'est en Lorraine. C'est à hauteur de Folquemont. Il faut juste se rappeler que ça a été découvert par hasard. En fait, on cherchait autre chose que l'hydrogène. Et on est tombé, les foreurs sont tombés sur une suspicion de traces d'hydrogène. Donc ils ont un peu investigué, ils ont modélisé le truc et ils se sont dit, tiens, il y a un truc énorme. Ce qu'il ne faut pas oublier de dire, c'est pas une énorme poche dans laquelle il y a de l'hydrogène pur. C'est un ensemble de gaz dans lesquels il y aurait à peu près 1,5 à 2% d'hydrogène. Donc il faut d'abord le remonter, cet hydrogène, et il faudra ensuite le séparer des autres gaz, des autres composants. J'ai entendu parler... Si on va au bout de l'information qui pour l'instant est disponible, on sait que le projet c'est 15 ans pour être capable d'extraire, remonter, traiter. Donc je pense qu'il ne faut pas attendre 15 ans, il faut continuer à aller dans les démarches qui sont engagées, c'est vraiment important. Et moi c'est la stratégie que j'applique pour mon petit groupe. J'attends dès qu'il y a une solution, on fonce dessus, on l'explore. Des fois, on se casse la gueule, voilà, et des fois, on réussit. Et en tout cas, c'est la politique des petits pas qu'il nous faut avancer ensuite à grandes enjambées. Une raison de plus peut-être pour pouvoir continuer la dynamisation de la fabrication de moteurs à hydrogène, parce que quelque part, c'est ce qui sera attendu d'ici quelques années, et si ça peut aller vite. Moi, j'ai entendu parler à 3000 mètres de profondeur de 80% quand même, d'hydrogène pur à 80%. Ça fait beaucoup. Tant mieux. Bravo. Ça ferait beaucoup. Affaire à suivre. Merci infiniment. On peut les applaudir encore. Nos 5 intervenants sur la décarbonation du transport de marchandises.